retrouver sur i24 News pour un nouveau numéro de politique. Moins de 2 semaines jusqu'aux élections israéliennes. Le 5e scrutin en 3 ans verra-t-il naître un gouvernement stable et durable? Politique vous propose d'y voir plus clair. Nous vous offrons tous les soirs jusqu'aux élections une discussion avec le représentant d'une formation politique. Politique en mode élection, c'est parti. C'est le parti qui dit avoir de l'énergie, c'est la traduction de son nom. C'est le parti qui voit la vie en vert et c'est aussi l'un des partis les plus controversés du pays. D'aucuns se demandent si ce parti est sioniste ou pas, s'il ne s'est pas perdu à force de trop de circonvolutions à vouloir se définir comme un parti judéo-arabe, socialiste, mais trop centré sur lui-même. Parti qui, après 20 ans dans les rangs de l'opposition, a réussi enfin à intégrer un gouvernement, celui de Bennett et Lapid, au prix de douloureuses concessions. Ce soir, dans Politique, nous passons au crible le parti Meretz. Meretz est à sa tête Zahava Galon. Pour représenter ce parti avec nous ce soir, Chana Orlik, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc membre de Meretz, numéro 14 sur la dernière liste, c'est toujours le cas aujourd'hui? Tout à fait, toujours la liste. Merci d'avoir accepté ce soir d'être avec nous et de vous confronter, mais gentiment, à Daniel Haïk, Dror Even Sapir et Maurice Ifergan. Maurice qui va d'ailleurs dresser votre portrait. C'est l'heure du CV. Ah oui, Chana Orlik, bonsoir. Alors en dépit de la différence de génération entre nous deux, nous avons un point commun. La fac de droit d'Assas, où, comme moi, vous avez étudié le droit et les Sciences Po. Tout à fait. La comparaison s'arrête là. Parce que moi, j'étais Mao, et vous étiez à la Shomer Hatzair, le mouvement de jeunesse juive de gauche. En 2007, vous vous installez en Israël, et naturellement, vous rejoignez les rangs de Meretz. Tout d'abord militante pour les droits des réfugiés africains, puis activiste à l'Organisation sioniste mondiale. Vous entrez finalement dans le cabinet du ministre Yair Golan, chargé de la politique sociale dans le secteur arabe israélien. Visiblement, vous avez opté pour la carrière politique, mais est-ce un choix ? Disons que vous avez de qui tenir, puisque votre papa était trotskiste, puis communiste, et que votre grand-père a reçu la médaille du plus jeune résistant communiste de France. Moi, ça me pose une question. Comment une jeune fille, finalement, aujourd'hui, choisit la carrière politique ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Israël. Moi, je suis venue avec une des aspirations sionistes, avec la vision de Herzl et de la Shomer Hatzair d'une société juste et égale et en paix avec nos voisins. Et la réalité est très différente. Donc, on m'a appris que quand on croit à nos valeurs, il faut descendre dans la rue, se faire entendre et puis prendre la responsabilité pour notre société. C'est ce que je fais. Mais ce n'est pas le cas de la jeunesse, en général, qui se désintéresse, en vérité, de cette activité politique. Cet activisme. Oui, je pense que les gens sont lassés de la situation, avec peut-être plus d'espoir que les choses puissent changer. Moi, je suis une nature optimiste. Je pense qu'en s'investissant, en travaillant dur, on peut faire changer, en dialoguant, en n'ayant pas peur des questions difficiles. C'est aussi pour ça que je suis là, pour essayer de convaincre. Quand vous êtes dans les rues, Chana, puisque vous venez de démarchage, etc., dans les rues, vous y retournez après l'émission. C'est quoi le rapport? C'est quoi les réactions quand vous vantez vos idées? Ça dépend vraiment d'où en Israël, évidemment. Qu'on soit à Tel Aviv, on a des gens on nous dit souvent Meretz c'est Tel Aviv, c'est pas forcément le cas. Les gens ont leur avis. Je pense que les Israéliens nous disent mais pourquoi vous parlez encore du conflit? Il y a, comme si le conflit était là, on l'avait accepté, et nous au Meretz évidemment c'est pas quelque chose qu'on est prêt à accepter. Alors justement. Notre premier thème de la soirée, puisque c'est votre cheval de bataille, c'est la paix entre les Juifs et les Arabes dans ce pays. Et pour ce faire, il me semble que vous refusiez, ou du moins en tout cas vous évitez de vous définir en tant que sioniste. Pourtant, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises sur ce plateau-là. Oui, maintenant, le mot de sioniste, mais c'est pas pour autant que ça fait partie de l'ADN de Meretz. Ça fait partie de l'ADN de Meretz. Il y a 3 fois le mot sionisme dans notre programme et dans notre constitution du parti. C'est une évidence. Il n'y a pas de débat que le parti est sioniste. Je pense que c'est des controverses. Évidemment, à la télé, dans les médias, on nous pose effectivement cette question parce qu'on est un parti juif arabe avec des membres très haut placés également sur notre liste qui ne se définissent pas comme sionistes. Mais pour nous, c'est aussi la réalité. C'est pas incompatible forcément. Non, c'est pas incompatible comme ce pays il existe. Il y a 21% de citoyens
citoyens arabes qui se définissent pas forcément comme sionistes pour la plupart, pour la grande majorité je pense, et pour autant on est sioniste, on est le pays du peuple juif. La numéro 1 du parti qui a été réélu assez confortablement, Zahava Galon, le numéro 2 arrivé en tête aux primaires parmi les candidats à la députation, Mossi Raz, se considèrent tous les deux comme sionistes en effet, mais considèrent que le parti n'a pas forcément à se définir de cette manière. Donc est-ce que c'est pas en contradiction avec ce que vous venez de nous dire sur l'ADN sioniste du Meretz? C'est un débat de fond au sein du parti. Je pense que on voit, ça dépend aussi également de la carte politique, c'est-à-dire qui sont les partis vers lesquels on doit prendre des voix ou convaincre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot sioniste, il fait beaucoup débat. Votre définition, c'est quoi justement? Du sionisme, au sein du Meretz ou en général? La vôtre et celle du Meretz. Pour moi, c'est du patriotisme en étant fier et en étant fier de notre pays, en ayant la certitude qu'il faut un pays juif et démocratique en Israël. Alors moi, je suis suffisamment âgé pour me rappeler de la belle époque du parti Meretz, c'est-à-dire c'était l'époque des accords d'Oslo. Il y avait à l'époque 12 mandats dans le parti Meretz, c'était l'époque de Shulamit Aloni, de Yossi Sarid. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement, cette focalisation du parti sur un accord de paix avec les Palestiniens, y compris pendant la période de la seconde intifada, y compris face au refus systématique des Palestiniens, ça n'a pas coulé Meretz aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense que ce que vous décrivez, c'est en fait ce qu'on décrit sur le processus de paix. Oslo a réussi à certains niveaux et a échoué à aussi beaucoup de niveaux. Et la gauche a eu du mal, et c'est le cas aussi du Meretz, de se renouveler, de trouver des façons différentes de parler du conflit avec le terrorisme, avec la mort d'Yitzhak Rabin qui a effectivement mis la gauche en difficulté. Mais je pense qu'en sachant... je pense que notre voix du Meretz est très importante au sein de la société israélienne. Même si on convainc peut-être plus, on n'arrive peut-être plus à 12 mandats. Même la voix de Zahava Galon, qui a été une des fondatrices de B'Tselem, qui est une ONG, on va dire très pro-palestinienne, et la voix de Yair Golan, qui a été vice-chef d'état-major de l'armée israélienne, mais qui est très controversé pour ses déclarations dans lesquelles il assimile parfois la société israélienne à l'Allemagne nazie des années 30, du siècle précédent. Finalement, c'est ça le leadership de Meretz? Alors déjà, je corrige un petit peu. Yair Golan ne dit pas ça de temps en temps. Il l'a dit une fois dans un discours qui avait été d'ailleurs vérifié par Dovert Tzahal et validé. Donc je dis juste ça. La diversité du Meretz, moi, c'est quelque chose que je pense être notre force. Je pense que le camp sioniste de gauche est divers. Il représente aussi bien la voix de Mossi Raz et Zahava Galon qui vont parler de l'occupation du kibbouch en hébreu, que Yair Golan qui parle de se séparer des Palestiniens, qui dit que ce n'est pas dans l'intérêt du Meretz ou de la gauche de parler de l'occupation pour convaincre. Est-ce qu'il représente la voix des villes de développement, Ofakim, Beersheba, Kiryat Shmona? Cette voix-là, elle n'existe pas à Meretz. Cette voix, elle existe déjà. On a des membres du parti à peu près partout en Israël. Pas d'électeurs. Mais ce que vous nous reprochez, c'est presque quelque chose qui est évident, en fait. C'est-à-dire quand on a une situation politique où la droite vient rabâcher une incitation à la haine envers la gauche, nous traiter qu'on n'est pas sioniste, nous voir la gauche qui est vraiment le symbole de mettre l'homme et la femme au centre de la politique et de voir comment on avance vers l'avenir et ne pas regarder en arrière, et que la droite c'est regarder en arrière, plutôt avoir un esprit conservateur. Alors effectivement, avec des communautés plus conservatrices, elles ont pas forcément envie de voter pour le Meretz, mais nous on n'essaye pas de convaincre 100% des Israéliens non plus. Dans les communautés plus conservatrices, c'est effectivement l'électorat populaire qui vote à droite, mais c'est aussi l'électorat arabe qui est conservateur. Et lorsque le Meretz a voulu se redéfinir comme parti judo-arabe, eh bien, elle a mis une candidate en très bonne place, Madame Raïda Renaoui Zohabi, parce qu'elle est arabe, pas parce qu'elle correspondait forcément à l'ADN, encore une fois, idéologique du parti. Et on a vu le résultat. Cette députée a été parmi ceux qui ont fait chuter le gouvernement de Naftali Bennett, parce qu'elle avait voté contre la coalition sur un certain nombre... Je pense qu'Idit Silman avait déjà bien fait le travail avant elle. C'est vrai. Je le vois d'ailleurs, vous me posez la question dans la rue, personne ne reproche au Meretz d'avoir fait tomber le gouvernement, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais le fait d'avoir mis en avant cette personnalité, au nom de cette identité judo-arabe, est-ce que c'est pas finalement l'échec de cette politique des identités en quelque sorte qui avait été adoptée par le Meretz? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, même les cadres du parti le reconnaissent, c'était une erreur. Quand Raïda nous a rejoints, je pense qu'il y avait une décision politique et identitaire, mais aussi stratégique. Elle était dans un bastion de famille importante autour de Nazareth, avec donc l'idée que c'est de mettre une femme avec une vraie carrière d'action sociale
à ce numéro-là. C'était un symbole avec un espoir d'obtenir d'autres mandats. Ça nous a pas forcément obtenir d'autres mandats, mais aujourd'hui on a fait des primaires. On a Omaima Hamed qui est numéro 8 et qui est une militante depuis des années au parti, donc on a aussi appris de nos erreurs. Alors on a beaucoup de questions à vous poser, Chana, mais on va d'abord passer à la question qui fâche avec Maurice. Oui, parce que Maurice, il a le don de toujours chercher la petite bête. Elle est où là ? Mais j'en ai trouvé une grosse. Meretz, parti de gauche, champion des luttes sociales, le chef de file de votre parti, Zahava Galon, se voit déjà dans le prochain gouvernement et il nous a fait part de son rêve, constituer un gouvernement avec les Arabes et les orthodoxes. Alors pour les Arabes, je comprends, mais pour les orthodoxes, je suis sceptique, combien ça va nous coûter ? Je pense que c'est l'inverse. Meretz, c'est un parti social, c'est un parti qui croit à l'État d'Israël et le pays qui prend sa responsabilité, qui utilise les taxes qui sont élevées pour des services sociaux. Et donc, on comprend que ceux qu'on doit aider en tant que parti qui a cette vision sociale, ce sont les plus démunis. Les plus démunis, c'est très simple aujourd'hui. Ce sont d'un côté la société arabe et de l'autre côté les Haredim. On le voit d'ailleurs, le Chasse fait campagne avec un slogan « Nous sommes le parti le plus social d'Israël ». Je pense que pour le coup, on a bien gagné cette médaille-là. On sait faire nos preuves et on veut que notre campagne et une fois qu'on sera au gouvernement, servir tous les citoyens de façon égale, parce que c'est ce qu'on doit faire pour soulever, pour élever toute la société. Là, en l'occurrence, il s'agit de budget que si vous risquez de transmettre au parti ultra-orthodoxe, et vous n'êtes pas privé de critiquer cette attitude chez Benjamin Netanyahou, ou même chez d'autres, il n'y a pas seulement Netanyahou. Je pense qu'il y a certains sujets, par exemple l'éducation, quelle sorte d'éducation, est-ce qu'on veut des mathématiques ou est-ce qu'on accepte, comme Netanyahou le dit, de donner aux Haredim la main libre et ils font ce qu'ils veulent et ils reçoivent de l'argent. Non, je pense qu'il faut justement investir des budgets, et il faut investir des budgets pour développer l'éducation, l'indépendance des femmes, l'entrée sur le marché du travail qui est développé. Cette année, on a investi beaucoup d'argent sur ce sujet pour les femmes arabes et pour les femmes de la société ultra-orthodoxe, et il faut continuer. Moi, je ne vois pas ça du tout comme un problème. On doit investir dans des budgets, beaucoup de budgets de l'État, chez ceux qui en ont besoin. Et est-ce que justement, l'une des contradictions de notre parti n'est-elle pas liée à sa sociologie électorale? Parce que vous parlez en des termes sociodémocrates, voilà, il faut augmenter les impôts, mais ceux qui vont payer les impôts, ce sont ceux qui gagnent beaucoup d'argent, normalement. Et c'est justement l'électorat de Meretz, puisque plus on progresse dans l'échelle sociale en Israël, plus la proportion d'électeurs de Meretz est importante. Je pense qu'il faut est-ce que inconsciemment ou pas, vous allez devoir prendre en considération les intérêts économiques de ces gens-là, qui ne vont pas véritablement vers le sens d'une redistribution? Écoutez, moi je pense qu'on en est à cette situation-là justement parce qu'on les a écoutés. Je pense que les gens qui ont des moyens, qui sont aujourd'hui très aisés dans notre société et qui votent Meretz ont conscience que ce qu'il faut, c'est élever le reste de la société, sinon ils ne voteraient pas Meretz. Donc il y a un moment où je pense que cette stratégie où on n'est pas allé suffisamment vers ceux qui en avaient besoin, par peur de ne pas recevoir des votes, moi je pense qu'il faut faire l'inverse, il faut continuer à être un parti vraiment social, et c'est ce qui nous amènera justement des votes de la périphérie, notamment, qu'on a du mal à obtenir. Alors, justement, parti social, parti droit de l'homiste, mais parti, on l'a dit, de petits bourgeois, contradictoire ou pas, est-ce qu'on peut, de grands bourgeois, est-ce qu'on peut considérer que le message ne passe pas? Est-ce que le Meretz a encore une place aujourd'hui dans la société israélienne? Oui, aujourd'hui on voit la campagne du Parti travailliste, qui est notre ami un petit peu plus à droite, qui aujourd'hui va vraiment... Pas à mon goût, et je vais vous donner plusieurs raisons. Déjà, le Parti travailliste ont accepté de faire partie d'une coalition avec Netanyahou il y a quelques années. On n'aurait jamais accepté, on n'acceptera jamais. C'est plus le parti de l'époque. C'est plus le parti. Sur Shulamit Aloni. Donc je pense qu'il y a un parti, il y a une identité. On peut pas toujours. C'est comme Ben Gvir qui dit aujourd'hui, oui, mais je suis plus le Ben Gvir il y a 10 ans. Il y a un moment où il y a un passé. On sait qui on est, on sait pourquoi on est là. Et je pense que c'est pas contradictoire. Et je pense qu'on peut convaincre parce que justement le Meretz c'est le seul parti qui aujourd'hui parle de l'occupation, parle du besoin pour notre propre sécurité d'aller vers un accord de paix, vers un accord pour protéger notre sécurité. Regardons ce qui se passe à Jérusalem, dans les territoires. Est-ce qu'on est en sécurité? Ce qui se passe au nord, avec la bande de Gaza, on n'est pas en sécurité. Le seul moyen, on a essayé le conflit, ça ne fonctionne pas. On perd nos enfants année après année, on recommence. On a essayé aussi la diplomatie, on a essayé aussi de rendre on n'a jamais les territoires, certains territoires, de façon unilatérale.
Moi, je parle d'un accord de paix. Il faudrait que de l'autre côté Mais on le faudrait veuille avoir aussi. une partie de l'autre Oui, côté. mais ça, encore une fois, je c'est pense un que petit les narratifs qui ont été mis en place depuis certaines années, que je pense que c'est de la stratégie politique. Les partenaires, je pense que Mahmoud Abbas est bien plus un partenaire pour la paix que ce qui vient après. Et ça, je pense qu'Israël le sait. Et c'est pour ça que le gouvernement Lapid essaye d'avancer également sur ce sujet. Alors moi je voudrais faire une constatation. Il y a un gouvernement, pour la première fois, effectivement on l'a dit depuis 20 ans, le Meretz était à l'intérieur du gouvernement, il avait 3 ministres, et ce que l'on remarque, eh bien, c'est que les 3 ministres se sont totalement évaporés. Nitzan Horowitz, qui était tête de liste, disparu, Tamar Zandberg, quasiment disparu, Issaoui Frej ne se représente pas. Et la question que je voudrais vous poser, c'est finalement, est-ce que le parti Meretz, qui est probablement aujourd'hui l'un des derniers partis avec une forte idéologie, eh bien, ne peut vivre qu'en tant que parti d'opposition et qu'il n'a pas la capacité d'être au pouvoir et de défendre ses idées à l'intérieur du gouvernement. Finalement, que c'était pas une bonne expérience, cette expérience de cette année. Je ne pense pas du tout. La raison est simple. Le fait que nos ministres aient disparu, comme vous dites, de notre liste, c'est justement parce qu'ils travaillent dur au ministère et qu'on sait qu'on ne va pas rester probablement, même si on a un nouveau gouvernement. Un petit désaveu quand même, non, le fait que je vais vous dire, Issaoui Frej a eu des problèmes de santé, il a fait un AVC, il a décidé de se retirer pour des raisons de santé. Tamar Zandberg a décidé, elle a son mari qui est également au sein du Meretz et qui voulait se présenter, elle a donc compris qu'il fallait se retirer pour laisser la place, pour pas avoir de conflit d'intérêts. Nitzan Horowitz, je pense qu'il a mené... Il y a des partis qui sont dans l'opposition, qui sont traditionnellement dans l'opposition et qui savent défendre leurs idées. Mais on a inventé des réformes, mais on a en un an, seulement un an, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut dire sur d'autres gouvernements qui n'auraient duré qu'un an. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi, Tamar Zandberg a réussi à faire passer en première lecture la loi sur le changement climatique, qui est une loi historique pour avancer Israël, pour mettre Israël enfin sur la carte. Est-ce que tout ça, c'est pas des problèmes de riches? Est-ce que tout ça, c'est pas des problèmes climatique, c'est un problème de riches? Qui est-ce qui va en souffrir aujourd'hui les Israéliens dans cette élection? Mais il faut justement qu'on continue à en parler. Vous avez raison, personne ne parle du changement climatique, mais on ne pourra plus vivre. Il y aura des différences. Mais on parle tellement grandes, des loyers qui grandissent de façon exponentielle, les prix. Mais bien sûr qu'on en parle. Mais bien sûr qu'on en parle. Oui, mais on est le seul parti à avoir investi notre argent de la coalition, 2 millions de shekels dans les coopératives pour développer les coopératives. Vous savez ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent? Il y a un mot qu'on n'a pas avancé, c'est le mot de laïcité. C'était un des grands et on a étendards. pris notre argent. C'était un des grands étendards de Meretz, mais puisque je parlais tout à l'heure de Shulamit Aloni, à l'époque, Shulamit Aloni avait dû renoncer le parti avait dû accepter une certaine revendication du parti Chasse à l'époque pour siéger dans la même coalition. Elle avait dû renoncer à une partie de cet idéal, et finalement on a le sentiment que parfois, eh bien, cet idéal s'est un peu évaporé. On a utilisé notre budget de coalition pour investir dans les centres pour les victimes d'attouchements sexuels. On a utilisé pour investir dans l'éducation sur le changement climatique. On a utilisé notre argent pour développer la réforme du pluralisme du judaïsme et de la cacheroute. Je suis désolée, en un an de gouvernement, par exemple, c'est Merav Michaeli qui vous prend. Mais c'est parce que c'est son seul drapeau à Michaeli. À part ça, il n'y a rien d'autre au Parti travailliste aujourd'hui. Alors excusez-moi, c'est vrai que nous on se bat sur tellement de domaines qu'on nous dit vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Le seul parti qui parle aujourd'hui de solutions pratiques, aussi bien dans la santé, les budgets pour l'hôpital à Beersheva, vous me parlez de périphérie. Quand le Meretz ont seulement 1 an et 3 ministères, et pas des ministères majeurs, on a réussi à faire des réformes invraisemblables. Et je pense que si on regarde le nombre de personnes qui ont voté pour nous et l'impact qu'on a eu sur la politique israélienne, je pense qu'on peut être très fiers de nous. Et nos militants le savent, et on entend dans la rue que les gens veulent voter pour nous. Au-delà de ce que les ministres ont fait au gouvernement, de ce que vous avez fait dans la coalition, ça fait des années que le Meretz est confronté au même problème, à la même image de marque, à savoir celle, encore une fois, d'un parti élitiste renfermé sur lui-même et sur une base électorale qui est assez réduite. Et on peut caricaturer, c'est un peu les bobos tel-aviviens, hein, je caricature, attention. Et les kibbutzim, certains kibbutzim. Et les kibbutzim de la Shomer HaTzair, voilà, pour laquelle Shana a beaucoup de sentiments, bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, on parlait de laïcité, un problème de décalage entre une société israélienne qui de plus en plus se préoccupe de son identité juive, on va présenter les choses comme ça, et un parti Meretz qui reste effectivement le fer de lance d'une certaine laïcité qui semble un petit peu à contre-courant. Mais Dror, c'est notre identité juive, cette laïcité. C'est de dire que la séparation de l'État et de l'identité juive du pays, c'est l'inclusion, c'est la laïcité,
La c'est- religion et l'État, pas entre l'identité et l'État. Oui, du fait qu'on peut être un État juif, mais déconnecter la pratique du judaïsme pour inclure nos citoyens arabes et proposer une pluralité, un pluralisme de tous les courants. En tant que juive en France, je pouvais me marier de la façon que je voulais dans n'importe quelle synagogue, dans n'importe quel courant. Le seul endroit dans le monde où on ne peut pas le faire, c'est Israël. C'est quand même pas normal. Il y a un moment où c'est justement se battre pour l'identité juive, se battre pour ma génération. Je vois mes copains, et c'est pas que à Tel Aviv, c'est aussi à Ashkelon et c'est aussi à Afula qui se posent la question comment on va pouvoir vivre ici. Alors c'est pas que la question du logement, c'est aussi la question de l'identité, c'est aussi la question du vivre ensemble, comme on dit en français. Ces questions-là, aujourd'hui, ceux qui mènent ce combat, c'est le Meretz, parce que si on laisse en fait s'évaporer ces questions-là, on nous dit en fait il n'y a que l'orthodoxie, il n'y a que cette vision d'Israël très conservateur, très nationaliste. Mais non, nous, notre identité juive, c'est une identité qui est pluraliste et qui inclut tout Une le monde. réaction de Maurice, on en Vous ne reviendra au voyez pas pronostic. sur l'écran, il y a marqué Meretz des bobos élitistes. Moi j'ai envie de dire plutôt des gauchistes. Quand on vous traite de gauchiste, ça vous rend fier ou ça vous énerve? Ça me rend très fière. Pourquoi ça devrait m'énerver? Je ne sais pas, Je vois pas de problème avec ici ça. en Israël, c'est pratiquement devenu une insulte. Oui, vous avez raison, mais moi, que les gens y mettent ce qu'ils veulent. Pour moi, comme je vous ai dit, pour moi, être de gauche et être gauchiste, c'est une fierté dans le sens où ce sont des valeurs que je trouve être des belles valeurs, qui sont liées aux valeurs juives, qui sont liées aux valeurs de tzedek, de justice, de tikkun olam, de fixer le monde, de fixer notre communauté, d'inclure. On est à Soukot en ce moment. C'est ouvrir la porte et laisser les gens rentrer. Hier, j'étais à une manifestation contre les racistes avec Ben Gvir qui sont venus nous dire on est contre les réfugiés du sud de Tel Aviv, il faut refermer les portes, il ne faut que des juifs. Mais non, la situation elle est telle qu'elle est, elle est complexe et il faut comprendre, et c'est pour ça je pense que la gauche, peut-être nous dit Tel Aviv, on n'arrive pas à convaincre. Le débat politique est extrêmement réduit et nous on vient avec une situation complexe et on vient expliquer que c'est pas aussi simple qu'on voudrait et qu'il y a une complexité sur notre identité, sur nos valeurs, sur notre vision, sur comment faire avancer ce pays. On comprend qu'on peut être sioniste et comprendre qu'on a 20% de la population qui ne l'est pas et qu'on veut avancer ensemble et qu'on a besoin de le faire pour que le pays continue à vivre. Une question peut-être. Une question et on y va Très rapidement. très rapidement. L'une des craintes qui est exprimée par le Meretz, et d'ailleurs il n'est pas le seul à l'exprimer, mais il l'exprime peut-être avec beaucoup de force, c'est que si Benjamin Netanyahu s'est allié obtenir une majorité absolue, 61 sièges, eh bien la démocratie même de l'État d'Israël serait en danger. C'est une crainte qui vous semble véritablement basée sur des faits concrets. La démocratie israélienne serait en danger si Benjamin Netanyahu revient au pouvoir véritablement? Je pense que la démocratie israélienne est déjà très instable. Je pense que quand on entend à droite Netanyahou et ses alliés qui parlent de réforme de la Cour suprême, de comment on va nommer les juges et il faut que la Knesset nomme les juges comme ça, toutes ces choses extrêmement populistes, elles sont dangereuses pour la société israélienne, elles sont dangereuses pour la démocratie. Moi, je suis toutes les semaines sur les ponts avec des drapeaux noirs et des drapeaux d'Israël pour soutenir ce changement. Que Netanyahou se mette de côté, qu'il aille régler ses affaires judiciaires comme il l'avait recommandé à Olmert, qu'il fasse exactement, qu'il prenne ses propres leçons, qu'il se mette de côté. Ça ramènera peut-être même la droite au pouvoir, donc ils pourront tous être contents. Et au moins, ça protégera notre démocratie. Et peut-être qu'ils n'auront même pas besoin de s'allier avec les plus extrémistes qui à droite acceptent encore Netanyahou. C'est Ben Gvir, Smotrich, des extrémistes qui avaient... Netanyahou pendant 25 minutes. C'est rare. Allez, justement, on va passer au pronostic à présent, avant ces élections. Alors, on va bien sûr pas lire dans notre boule de cristal, on ne sait pas où on en sera le 1er ou 2 novembre. Mais qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous pensez que vous aurez votre part du gâteau? Je pense que l'avenir d'Israël est à un carrefour aujourd'hui. On a besoin de continuer ce qu'on a commencé. Et je pense que les électeurs vont nous faire confiance et vont nous donner cette possibilité. Le problème, c'est qu'il faut arriver à 61 sièges. Et aujourd'hui, la coalition, on n'arrive pas très bien à voir comment on va la former. Je pense que les Israéliens, on le voit dans les sondages, sont satisfaits de ce qu'on a réussi à faire en seulement 1 an au gouvernement, à faire passer des budgets, à ramener la société sur le droit chemin. Et on espère pouvoir continuer à le faire. On ne sait pas encore comment, on attend de voir les résultats. Mais moi, j'ai espoir parce que je pense qu'on le voit, le camp du changement, comme on l'appelle, se renforce. 61, c'est y compris avec la liste arabe? Oui, on l'a fait, ça n'a pas. On est encore là, tout va bien, non? Avec la liste arabe. Avec Ram, on va voir. On attend de voir les résultats. Je pense que la question, c'est pas
qui sont les partenaires et comment on les voit de l'extérieur. La question, c'est quelles concessions on est prêt à faire. Le Meretz, on nous voit comme le côté d'extrême gauche, etc. Au final, on a su s'asseoir dans la coalition, accepter qu'on n'était pas d'accord avec tout, on a su avaler aussi certaines clauses pas très agréables. Je pense que les partis arabes sont prêts à jouer le jeu démocratique. Ils font partie de notre société. Et en tant que démocratie, ils sont les bienvenus. Mais encore une fois, il faut accepter qu'on est un pays juif, sioniste et démocratique. Moi, j'ai toujours pas réussi à savoir comment on allie, quelle définition on met derrière juif et sioniste et démocratique avec vos propos. Il faudra m'inviter une prochaine fois. Moi, je constate qu'avec une telle énergie, ça ne m'étonne pas que finalement Meretz est toujours crédité de 6 à 7 sièges. Et ce qui va me manquer, c'est la campagne Gewalt. Au loup, on ne va pas passer. C'est important que Meretz soit là. Et ça me manque déjà. C'est marrant. Hein, mais vous dites tout et son contraire. Alors si on commence, on est à 6 à 7, on arrête le Gewalt. Et la prochaine fois, on arrive à 13, 14 et je rentre à la Knesset. Allez, il nous reste 1 minute, Chana, on vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les élections à venir? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont en Israël comme ailleurs, qui vous écoutent et qui vont ou pas voter à ces prochaines élections? Je dis qu'il faut nous donner une chance de continuer ce qu'on a commencé à faire. Je pense que le Meretz est une voie importante. On est le seul parti qui s'est déjà engagé à soutenir Yair Lapid. Ça veut dire un vote pour le Meretz, c'est un vote qui va pousser la société vers nos valeurs en étant sûr d'assurer que Yair Lapid sera le prochain Premier ministre. Pas Benny Gantz. Pas Benny Gantz, on s'engage parce que Benny Gantz a fait ses choix. On est quand même un parti de gauche, malgré ce que la droite dit. Sarr et Gantz ensemble, c'est un parti de droite. Et nous, quitte à choisir, on serait ravis que Yair Lapid soit vraiment le prochain Premier ministre et qu'on puisse continuer cette lancée pour vraiment protéger la démocratie israélienne et donner une base solide sociale et peut-être même arriver à la paix, continuer nos accords de paix par-ci par-là, peut-être aussi même avec les Palestiniens. Merci beaucoup Chana Orlik, membre du Meretz, 14e sur la liste. Merci à vous Maurice, Daniel et Dror, et à vous également de nous avoir suivis. La suite des programmes, c'est toujours sur A24 News.